Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de commencer une nouvelle semaine d'information en votre compagnie. Comme toujours, je vous mets à contribution. N'oubliez pas que nous avons besoin de vous pour notre succès. Pensez donc à commenter cette édition, à la partager bien sûr et puis à cliquer sur le pouce en l'air. À la une ce soir, alors que les médias en continu devisent sur le compte des voix sur les motions de censure, nous nous intéressons en premier lieu à l'international. Le président chinois Xi Jinping a entamé une visite de 3 jours aux côtés de Vladimir Poutine, une rencontre cruciale pour le monde de demain. Et puis nous rentrerons en France pour scruter les tergiversations politiques quelques heures avant le verdict du vote sur la motion de censure dans le cadre de la réforme des retraites. Et pour finir, nous reviendrons sur la manifestation organisée par Florian Philippot samedi pour mettre la pression sur les députés pour qu'ils poussent à remanier le gouvernement, voire à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un nouveau revers pour les Occidentaux. Alors qu'un mandat d'arrêt totalement inutile a été délivré par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, le président russe accueille pour 3 jours son homologue chinois. Une transformation du monde qui redistribue les cartes géopolitiques. Le point tout de suite. Nouveau discrédit pour le camp occidental sur la question ukrainienne. Vladimir Poutine, prétendument aux prises d'un ou 2 ou 3 cancers et d'autres dégénérescences médicales, reçoit pour 3 jours son homologue chinois Xi Jinping. Le président de l'Empire du Milieu s'impose depuis quelques semaines sur la question ukrainienne en guise d'arbitre après avoir proposé un plan de paix le 23 février dernier, au lendemain d'une visite du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Moscou. Une initiative qui détonne sur une scène internationale rythmée par les exhortations à envoyer toujours plus d'armes à Kiev, faisant totalement l'impasse sur la sortie de crise. C'est donc une véritable révolution pour la Chine de se placer en interlocuteur. Sans surprise, les médias, sans doute sous l'impulsion américaine, présentent désormais la Chine comme pro-russe pour justifier son action. Quoi qu'il en soit, la rencontre entre Poutine et Xi Jinping vient considérablement amoindrir le discours sur l'isolement du président russe sur la scène internationale. À plus forte raison que le rendez-vous intervient juste après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Une décision assez risible qui a toutefois ravi Volodymyr Zelensky, lequel a qualifié l'annonce d'historique. Toutefois, bien que le sémillant Joe Robinette Biden se soit félicité de cette décision qu'il juge justifiée, il faut rappeler que les États-Unis ne reconnaissent pas les compétences de la CPI, à l'instar de la Russie. En réalité, sur les 193 pays de l'ONU, 32 États n'ont effectivement pas reconnu la CPI et se sont contentés d'accepter le statut de Rome. Du côté de la Chine, on ne reconnaît ni l'un ni l'autre, ce qui simplifie les choses. Ce mandat d'arrêt international a été délivré pour le crime de guerre de déportation d'enfants, rien que ça. En réalité, tout porte à croire que la Russie a effectivement organisé l'évacuation de plusieurs zones avant de lancer des opérations militaires. Il est vrai que Kiev préfère pour sa part s'appuyer sur les populations civiles lors des combats. Il faut également rappeler que la plus grande diaspora d'Ukrainiens ayant fui la guerre s'est réfugiée en Russie. À cette supercherie, ajoutons que le juge à la tête de la Cour pénale internationale est polonais, une nation hostile au président russe, et cela encore plus depuis quelques années. Le mandat d'arrêt contre Poutine est également arrivé à un moment cocasse puisque nous fêtons ce 20 mars les 20 ans de l'intervention américaine en Irak. Une intervention qui a fait des centaines de milliers de personnes civiles pour des raisons totalement fallacieuses, malgré les propos de Madeleine Albright, secrétaire d'État américain de 1997 à 2001, qui considérait qu'elles en valaient la peine. Étonnant, la Cour pénale internationale n'a pourtant jamais émis de mandat d'arrêt contre George Bush et aucun membre de la classe dirigeante n'a laissé entendre qu'il pourrait être accusé de crime de guerre, malgré la technique éculée du carpet bombing, le tapis de bombe, sur les villes irakiennes, alors même que l'intervention a été décidée après des déclarations mensongères de Colin Powell et sa fiole magique. Une belle démonstration du double standard en vigueur depuis un certain temps. Dans ce cadre, la Chine fait encore office de voix de la raison en invitant la Cour pénale internationale à éviter la politisation et la politique du 2 poids 2 mesures, ainsi qu'à renouer avec une position objective et impartial. Pékin rappelle également la nécessité de respecter l'immunité des chefs d'État
en vertu du droit international. Des déclarations humiliantes pour les Occidentaux qui s'adonnent donc à un spectacle assez éloigné des enjeux véritables sur la scène internationale. Du côté de Vladimir Poutine, on ne craint visiblement pas d'être arrêté. Dimanche, le président russe s'est offert un voyage à Marioupol, une ville de l'Est ukrainien particulièrement symbolique, puisque les affrontements se sont soldés par une lourde défaite du camp ukrainien et plus particulièrement du régiment Azov, avec de très nombreux prisonniers. Vladimir Poutine, à qui les Occidentaux reprochent de fuir les théâtres de guerre, contrairement à Zelensky, toujours partant pour des vidéos sur le terrain, s'est donc déplacé jusqu'à cette ville ukrainienne sous contrôle russe. Un camouflet qui n'aura échappé à personne, à plus forte raison que les images réalisées par le camp russe sur place montraient systématiquement des civils enchantés de voir le président. La séquence aura donc marqué un sérieux coup d'arrêt au camp occidental qui devient spectateur d'une large partie de la géopolitique mondiale face à une Chine de plus en plus centrale, laquelle a déjà organisé le rapprochement entre Téhéran et Riyad la semaine dernière. Les retraites au cœur de l'actualité. Alors que les députés ont déposé 2 motions de censure, la réforme est contestée dans la rue et dans l'opinion. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Emmanuel Macron face à l'une des crises politiques les plus importantes de son règne. L'emblématique réforme des retraites est contestée par les syndicats, rejetée par l'opinion et provoque des remous parlementaires. 68% des Français seraient même favorables au vote d'une motion de censure, un désaveu pour le président et son gouvernement. Même sans vote des motions de censure, le président va devoir tirer les leçons d'une conséquence politique de laquelle son Premier ministre, Elisabeth Borne, sort éprouvé. Avec 29% de satisfaits pour le président et 28% pour le chef du gouvernement, Emmanuel Macron renoue avec son niveau de popularité de la période des manifestations des Gilets jaunes. Cette fois-ci, la majorité doit faire face à un morceau plus gros. Manifestations syndicales, opposition parlementale et gronde populaire. Durant la période des Gilets jaunes, la colère populaire n'avait pas trouvé d'écho à l'Assemblée ou chez les syndicats. Les 2 motions de censure déposées, l'une par le RN, l'autre par le groupe Lyotte, et la tentation des LR de se joindre à la gronde, illustrent le ressentiment partagé contre la politique gouvernementale, au-delà probablement du seul problème des retraites. La méthode et l'arrogance de la majorité sont ici en cause. En témoigne notamment la valse des départs dans l'entourage d'Elisabeth Borne. La responsable adjointe du pôle communication du Premier ministre, Clara Koenig, va ainsi quitter l'ancienne socialiste. Passée chez Benjamin Griveaux et Christophe Castaner, mais aussi dans l'équipe de communication présidentielle lors de l'élection de 2022, Clara Koenig est pourtant une fidèle marcheuse. Elle fait les frais d'un ministre réputé rude, pas seulement avec les Français, mais aussi avec son entourage. Ainsi, Elisabeth Borne avait déjà fait partir plusieurs collaborateurs, parmi lesquels Lucas Ayral et Camilla Mahed Saïd, ou encore Étienne Lousse. Un climat délétère dans les ministères, mais aussi dans la rue, où la grogne est de plus en plus apparente. Des manifestations plus ou moins spontanées ont eu lieu après l'annonce jeudi du recours au 49.3, une mobilisation majoritairement de gauche et des échauffourées ici et là. Loin du climat insurrectionnel décrit abusivement dans la presse étrangère, la colère est cependant bien réelle. La gauche dite antifasciste rejoue le coup du grand soir avec ses étoiles dans les yeux et de la lacrymo dans la cornée, quand le gouvernement tente de jouer une opération récupération de ce chaos très relatif pour se placer en partie de l'ordre. La caisse de résonance médiatique et les trottoirs parisiens jonchés de poubelles prêtes à prendre feu tous les soirs participent d'un climat de colère qui ne concerne pas que la réforme des retraites. Si celle-ci peut être critiquée pour des raisons aussi bien de gauche, car perçue comme inégalitaire, que de droite, car hostile aux familles, elle n'est que l'expression d'une méthode de gouvernement au service d'une vision du monde qui ne convient pas à de nombreux Français. La crise pourrait profiter à plusieurs acteurs politiques. Tout d'abord la gauche LFI et NUP en pointe contre la réforme à l'Assemblée et investie dans la mobilisation dans la rue. Des gauches françaises qui demeurent empêtrées dans leurs contradictions puisque ce sont elles qui ont fait élire Emmanuel Macron en 2022 contre Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Côté RN, justement, il s'agit d'une contestation parlementaire mais loin du mouvement social dans lequel les syndicats rejettent toujours le parti de Jordan Bardella. Face aux outrances de la gauche insoumise notamment, le RN, qui a proposé sa propre motion de censure, tout en soutenant celle des gauches, pourrait avoir gagné en crédibilité sans avoir vraiment fait quoi que ce soit.
Les grands perdants de la séquence semblent être les Républicains. La permanence du chef de file du parti, Éric Ciotti, a été prise pour cible dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui ne suffira pas à victimiser le personnage. Avec une partie des élus LR qui n'entendent pas obéir aux consignes du parti concernant la réforme et les motions de censure, le chef de file de la droite parlementaire se montre incapable de se dissocier de la majorité et de tenir ses troupes. Dans cette cohue parlementaire, un personnage est sorti du lot, ou du liot si l'on s'essaie au jeu de mots. Charles de Courson, un centriste pur jus, cofondateur du groupe Liberté et Territoire en 2018. À l'Assemblée depuis 1993, il est le plus ancien député en activité et devrait d'ailleurs toucher une jolie retraite. Mais pour l'heure, il refuse une réforme qui, selon lui, doit être bloquée pour éviter la crise sociale. Déjà habitué aux motions de censure, puisqu'il faisait partie de la minorité d'élus UDF qui votèrent celle de la gauche contre Dominique de Villepin en 2006, il était l'un des rédacteurs du programme de François Bayrou en 2007 et un soutien d'Alain Juppé en 2016. Un profil qui devait précipiter ce diplômé de l'ESSEC et de l'ENA dans les bras d'Emmanuel Macron. Et pourtant non, il devient aujourd'hui le symbole de ces centristes qui doutent de l'action présidentielle. La majorité souhaite que cette séquence retraite se finisse au plus tôt. Le président devrait lui envisager un remaniement et peu aujourd'hui mise sur un quinquennat sans dissolution. Emmanuel Macron demeure cependant un animal politique obstiné et imprévisible, et il est très difficile d'envisager le coup qu'il prépare. Et pour mettre la pression sur les députés pour qu'ils votent la motion de censure, il fallait compter évidemment sur Florian Philippot. Après avoir organisé des manifestations hebdomadaires contre la coercition sanitaire, le président des Patriotes avait appelé à se mobiliser dans la rue contre ce gouvernement samedi. Nous étions sur place. Le souverain, c'est chacun d'entre nous. Le souverain en France, c'est le peuple français. Parce qu'on est à 48 heures du vote d'une motion de censure qui est transpartisane. Et donc c'est peut-être la première fois qu'on a la possibilité qu'elle soit votée pour renverser le gouvernement. Donc c'est quand même essentiel sur la réforme des retraites. Donc il fallait mettre un coup de pression sur les députés parce que ça va jouer à quelques députés près. C'est-à-dire que si la motion de censure passe, on renverse le gouvernement, Macron va être complètement affaibli. Je vois mal lancer la France dans une guerre, il n'en aura pas la possibilité, il n'en aura pas les moyens, il n'en aura pas la force. Donc effectivement, même pour la paix, c'est une bonne chose si cette motion de censure est votée. Peut-être que les bisbilles internes de LR vont nous aider parce que certains, ne reconnaissant pas la légitimité des Ciotti et autres, enfin, tous ces petits cheffaillons, vont se sentir libres de voter la motion de censure. Voilà. Et moi je leur dis, ce que disent M. Retailleau, Marlex ou Ciotti, on s'en fiche complètement. Pensez à la France. Pensez à la France. S'il y a un moment dans votre vie, peut-être le moment le plus important de votre carrière de député, c'est peut-être ce lundi. Donc, si la motion de censure passe, c'est une très très bonne nouvelle. Et il y aura peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pas évident, c'est pas certain, il n'est pas obligé de dissoudre. Mais si on a une, on sera candidat et on entreprendra le meilleur rassemblement et le plus solide rassemblement souverainiste possible pour aller aux urnes. Voilà, tout simplement. On sera là pour avoir de vrais députés résistants qui défendent le Frexit, la sortie de l'OTAN, des positions claires et nettes à l'Assemblée nationale. Ce sera notre premier objectif. Ce 100e 49.3 de l'histoire nous impose à tous et à toutes une responsabilité historique que nous avons déjà assumée par le passé. Alors que l'ombre d'une motion de censure transpartisane se dessine, nos désaccords doivent aussi, je le crois, temporairement s'effacer dans la rue. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les jeunes un petit peu s'expriment et soient très inquiets de la situation de leur pays aujourd'hui. Déjà les retraites, pas pour moi puisque moi j'y suis à la retraite, mais pour ceux qui arrivent, pour les jeunes, parce qu'eux vont les faire travailler jusqu'à 70 ans et ce sera directement boulot cimetière. Pour la paix. Essentiellement pour la paix, mais aussi pour tout ce qui nous est imposé en ce moment qui sont difficiles à accepter. C'est très important, je pense, car nous sommes depuis le Covid dans une énorme, je pense, manipulation des esprits qui tend à nous amener vers un contrôle, je pense, général de la population. Pendant la période du Covid, j'ai eu le sentiment de ne plus être moi-même, de ne plus ressentir grand-chose, si ce n'est une espèce de colère. Et il fallait que je puisse en parler avec d'autres. En plus là ça a été fait de façon pacifiste, donc ça a permis que tout le monde se mélange, peu importe s'ils étaient pour ou contre les réformes, s'ils soutenaient
les patriotes ou pas, ça permet d'échanger, de parler avec des gens, de se mettre d'accord ou pas, de partager des opinions. Et c'est ce mélange, ça fait aussi justement la démocratie. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf. Tout va pour le mieux en France. C'est du moins ce que cherche à nous dire la Banque de France dans ses prévisions publiées ce lundi. Le pays devrait connaître une croissance plus importante que prévu en 2023, 0,6% contre 0,3% envisagé précédemment. L'inflation devrait aussi être moins importante que prévu. Son pic devrait être atteint à la fin du premier semestre avant de continuer à augmenter, mais plus lentement. Toutefois, une baisse des prix de l'alimentation n'est pas à attendre avant 2025. En outre, si la Banque de France prévoit une hausse du salaire moyen par tête pour les 3 prochaines années, elle ne suffirait pas à augmenter en conséquence le pouvoir d'achat. De même, la question des taux d'emprunt viendra alourdir le bilan de la croissance économique. Les Français devront continuer à se serrer la ceinture. Règlement de compte en Alsace. Vendredi, 2 jeunes de 22 et 24 ans ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des violences réciproques. Le week-end précédent, les Strasbourgeoises avaient assisté, dans le quartier de la Gare, à une bagarre au couteau et à la bombe lacrymogène entre un Tunisien et plusieurs hommes originaires d'Afrique noire. L'objet du conflit était un jeu d'argent illégal, le bonneteau. Le Tunisien aurait gagné avant d'être blessé grièvement au couteau par ses rivaux, mauvais perdants. Le soir même, il se serait vengé en se rendant à la gare pour les asperger de gaz lacrymogène. Des coups de couteau ont été échangés au cours de la bagarre. La Suisse sauve péniblement les finances. La banque UBS a racheté dimanche le Crédit Suisse, évitant ainsi la cessation de paiement d'une des 30 banques les plus importantes du monde. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a assuré que cette situation permettait d'assurer la confiance et la stabilité du système financier mondial. Un système où l'inquiétude grandit depuis la faillite aux États-Unis de la Silicon Valley Bank au début du mois. Si le rachat par UBS a pu avoir un effet positif sur la confiance, les marchés ont toutefois ouvert en baisse ce lundi, laissant entendre que les difficultés économiques et financières étaient loin d'être derrière nous. Netflix fait marche arrière dans sa promotion de l'idéologie du genre. La célèbre plateforme américaine de vidéo a décidé de mettre fin à la série de dessins animés intitulée Ridley Jones, la protectrice de musée. Dans la 5e saison de cette série à succès, un personnage faisait son coming out non-binaire. Pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Une histoire destinée aux enfants en âge d'être en maternelle. Une étape de plus après le personnage d'Ismat, la princesse égyptienne et ses 2 papas, pharaons et homosexuels. Face aux critiques de parents, Netflix a décidé d'annuler la programmation d'une nouvelle saison. Ce n'est pas la première fois que le géant du streaming fait la promotion de la transsexualité et des LGBT avec des séries telles que Uncoupled, mais il s'agissait alors de films destinés à des adultes. Les Irréductibles Gaulois, bientôt de retour dans les librairies. La publication d'un nouvel Astérix est prévue le 26 octobre 2023. C'est un nouveau scénariste qui prend le relais, Fab Caro, l'auteur de la bande dessinée à succès Zai 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 Zai. Le nouvel album, intitulé L'Iris Blanc, devrait aborder les thèmes de la pensée positive et du développement personnel. Des sujets très en vogue aujourd'hui. Il reste à savoir si ça fera autant rêver les jeunes lecteurs que la fameuse potion magique ou les bagarres et festins d'Obélix. Les renseignements occidentaux ont-ils œuvré pour que Lafarge reste en Syrie ? Alors que le cimentier a été condamné par un tribunal américain à payer 780 millions de dollars l'an dernier pour avoir prétendument financé le terrorisme islamique en Syrie, l'ex-responsable jordanien de la sécurité du site, Ahmad Jaloudi, estime que les services de renseignements occidentaux, notamment français mais aussi américains, ont bénéficié du maintien de l'usine pour obtenir des informations. Des déclarations qui n'ont rien d'une surprise. Comme TVL l'avait déjà expliqué, il semble évident que les renseignements avaient des bénéfices à tirer de Lafarge qui œuvrait sur place. Tout porte même à croire que les services ont favorisé son maintien. Et si les Américains ont pu tirer parti de cette présence, cela ne les a pas empêchés de condamner l'entreprise. Une opération gagnant-gagnant pour l'oncle Sam et perdant-perdant pour Lafarge. Donald Trump bientôt en prison. L'ancien président des États-Unis a annoncé qu'il pourrait être arrêté mardi. La raison, une affaire remontant à sa campagne présidentielle de 2016. À quelques jours de l'élection, il aurait acheté le silence d'une actrice de film pornographique
Ayant eu dans le passé une relation adultère avec elle, il craignait que cette affaire soit révélée au public et entache son image. Il aurait alors passé un accord financier avec elle, un acte qui, en soi, n'est pas illégal. Problème, le paiement aurait été fait avec l'argent de son entreprise, falsifiant ainsi des documents prévus pour les frais juridiques. L'acte constitue alors un délit et pourrait être passible de 4 ans de prison si les procureurs établissent que la falsification cherchait à dissimuler des actes criminels. Ayant annoncé samedi que son arrestation était imminente, Donald Trump galvanise ses partisans et les exhorte, je cite, à manifester et reprendre leur nation, quelques jours après les révélations sur la manipulation des démocrates autour de ce que d'aucuns nomment l'assaut du Capitole. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, Maître Philippe Deveul présente Antigone, syndicat pour les commerçants et artisans pris dans l'impasse des prêts garantis par l'État. Depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, le marché a flambé et les factures sont arrivées. Il faut savoir qu'il y a à peu près 23 fournisseurs d'électricité privés qui vont sur une bourse particulière et qui achètent des stocks d'électricité et qui revendent selon le contrat que vous avez souscrit chez eux. Et on a remarqué qu'il y avait quand même des failles dans le dispositif et surtout sur des lois qui ont été votées en France. Il y a la loi ARENH et la loi NOM qui va être remodifiée ou renouvelée en 2025, ce qui nous a fait intégrer le marché européen de l'énergie. Alors vous savez très bien que le Portugal et l'Espagne ont obtenu une dérogation pour sortir de ce marché européen de l'énergie, ce qui fait qu'en Espagne et au Portugal, ils ont des factures d'électricité abordables, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Également au programme ce soir, Politique Éco, Olivier Pichon reçoit le chef d'entreprise et écrivain Georges Clément et le professeur Yves-Marie Adeline pour évoquer les risques de guerre civile aux États-Unis. Tout de suite, c'est évidemment François Billot-de Lecner et mes libertés politiques. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir. Nous le savons tous depuis 2013, date à laquelle a été élu le pape François, vous madame, vous monsieur, vous mademoiselle, vous tous les téléspectateurs de TV Liberté, moi le chroniqueur préféré autoproclamé, Martial Bild, Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Renaud de Bourleuf, tous les résistants et tous les rebelles de France et de Navarre, nous sommes tous d'horribles franchouillards réactionnaires car nous refusons l'autre, nous refusons l'immigré, nous sommes affreusement peu charitables, nous ne valons pas chipette. Cela, c'est le discours répétitif du pape François depuis 2013. Et voilà que soudain, touché par la grâce, le pape François vient de condamner les passeurs d'immigrants. Oui, il vient de les condamner. Madame alors, je rêve ou quoi? Je me suis picousé à la coque palmadique? C'est ce qu'on appelle une révolution papique, une révolution dans le discours du pape. En effet, réfléchissons un peu, s'il vous plaît, vous madame, s'il vous plaît, vous monsieur, s'il vous plaît, vous mademoiselle. Si les passeurs sont condamnables, c'est qu'ils ne doivent pas permettre le passage. S'ils ne doivent pas permettre le passage, c'est que ceux qui demandent le passage ne doivent pas demander le passage. Ça va jusqu'ici, mon raisonnement est compréhensible. Je reconnais que c'est bien compliqué, mais je continue quand même. Faites un effort pour comprendre, que diable. Si ceux qui demandent le passage ne doivent pas demander le passage, cela signifie en clair que les immigrants ne doivent pas demander le passage. Si les immigrants ne doivent pas demander le passage, cela signifie évidemment que nous, les franchouillards infréquentables, nous ne devons pas les accepter puisqu'ils ne doivent pas demander le passage. Si nous, les franchouillards infréquentables, nous ne devons pas les accepter, cela signifie que nous devons les refuser. Et si nous, les franchouillards infréquentables, nous devons les refuser, le pape François doit nous féliciter d'agir de la sorte. Madame, oui, dame.
Quelle conclusion tirer de ce raisonnement splendide, magnifiquement exposé par votre chroniqueur préféré autoproclamé? Mais c'est très simple. Le pape François doit aller au bout de sa logique en proclamant haut et fort que les passeurs sont des criminels, qu'il faut poursuivre, et que ceux qui sollicitent des criminels, à savoir les immigrants de tout poil, doivent être stoppés net dans leur pérégrination immigrationniste. Ce qui signifie qu'aucun d'entre nous n'est responsable des crimes commis par les passeurs et que nous avons le devoir de nous opposer de toutes nos forces à cette immigration sauvage qui risque de nous faire disparaître très rapidement. Il nous faut donc remercier le pape d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré. Il vient de faire la démonstration qu'en 10 années, tout homme peut s'améliorer, même le pape. Je vous souhaite une très bonne soirée.